va étudier un des composants les plus importants en électronique analogique qui est le transistor, compression de transfert résisteur. Il a été créé en 1947 par les Américains Jean Bardeen, William Shockley et Walter Brattain au sein du laboratoire Bell. Alors il existe plusieurs types de transistors. Vous auriez dû étudier majoritairement le transistor bipolaire et le transistor à effet de champ. Et ce sont ces composants qu'on trouve principalement en électronique analogique moderne, mais aussi en électronique numérique. Et dans l'électronique numérique, leur utilisation sert à la réalisation de portes logiques. C'est-à-dire, on peut exploiter les propriétés d'interruption du transistor afin de réaliser des opérations logiques binaires de type 0 ou 1. Et c'est ce qui va permettre de stocker l'information en mémoire. L'autre type d'application à base de transistors concerne l'amplification. Exemple, l'amplificateur audio qui fera l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, comme tout composant électronique de nos jours, le transistor est constitué de matériaux semi-conducteurs. Donc, on va commencer par une petite présentation qualitative des différentes jonctions qui constituent ce composant. Une petite précision, ici je ne vais pas entrer dans les détails qui expliquent les valeurs et les équations qui gèrent le mouvement des porteurs de charge, comme on l'explique classiquement dans un cours de physique des solides. Ce qui nous intéresse ici plutôt, c'est de comprendre le principe de fonctionnement du transistor et de pouvoir l'utiliser ensuite dans des circuits analogiques. Pour commencer, on va déjà faire un rappel de quelques propriétés importantes. Si je prends le cas d'une diode à jonction et que je polarise cette diode de façon à avoir un courant qui circule dedans, en fait ce qui va se passer, c'est que les électrons vont laisser leur place à des trous par un phénomène de recombinaison d'électrons-trous. Et donc les électrons qui vont se recombiner avec les trous vont créer un courant qui est proportionnel à la tension appliquée à cette jonction. Maintenant la question qui se pose, est-ce que je pourrais pas imaginer un système qui, au lieu d'utiliser l'intégralité de ce courant, simplement utiliser une partie de ce courant, voire trouver un moyen ou une façon pour piloter ce courant-là? D'où l'intérêt d'utiliser les transistors. L'idée est tout simplement de jouer sur le dopage. Comme vous voyez ici sur le slide, on distingue trois différentes régions. Une première région qui est fortement dopée en électrons, une deuxième qui est faiblement dopée en électrons, et une troisième qui est en sandwich entre les deux, qui est faiblement dopée en trous. Au niveau des dimensions, j'ai pas respecté l'échelle, mais en réalité, la zone qui est dopée en P est petite par rapport aux deux autres zones. L'idée est de réduire les phénomènes de recombinaison des électrons-trous au niveau de cette jonction. Cette jonction est polarisée en inverse. Elle va beaucoup plus facilement supporter des tensions très importantes, ce qui va permettre au circuit de pouvoir collecter un lot massif de charges ayant utilisé un tout petit courant de base. La grande majorité du courant est contrôlée par cette jonction qui représente la jonction de la diode. À partir d'une tension seuil appliquée à la jonction, tout le courant va passer et on aura une tension constante à la sortie et du coup ce courant va être saturé. Voilà, comme vous constatez ici sur la caractéristique de sortie du transistor, l'écart entre les tensions de sortie du transistor est proportionnel à la tension appliquée au niveau de la jonction PN, c'est-à-dire base émetteur du transistor qui représente la jonction de la diode. Si on regarde l'évolution des caractéristiques de transfert et de sortie du transistor, on remarque très bien que le courant de la base permet de contrôler le courant de sortie entre le collecteur et l'émetteur. Et je reviens à une remarque que j'ai évoquée tout à l'heure à propos du fait que le collecteur est dopé moyennement voire faiblement par rapport à la base. C'est tout simplement parce qu'on se retrouve avec une diode polarisée en inverse et donc on a une grande zone de déplétion. Et cette zone, appelée aussi zone de charge d'espace, ne gêne pas le fonctionnement du transistor parce que les électrons vont se comporter comme s'ils étaient dans le vide. Donc plus cette zone est plus importante, plus les électrons auront moins de mal à se déplacer. Donc ici, je représente le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire.
et nous allons voir comment la droite de charge statique va nous permettre justement de comprendre le fonctionnement du transistor. Ce qui est important pour un transistor, c'est de savoir quand est-ce qu'il est en régime linéaire et quand est-ce qu'il est en régime de saturation. Donc c'est deux parties qui sont bien visibles sur la caractéristique de sortie. On voit très bien qu'on a une zone linéaire et une zone de saturation. Donc cette droite de charge statique qui est finalement représentée par un IC en fonction de VCE va nous permettre de se situer sur un point de polarisation qui va définir comment le transistor va se comporter. Donc si je me mets sur un point de polarisation situé par exemple sur cette zone-là, je vois très bien que le transistor est polarisé de façon à ce qu'on est sur une zone linéaire, ce qui fait que si on injecte un signal à l'entrée qui oscille entre une valeur minimale et maximale correspondante à IB min et IB max, j'aurai un signal de sortie qui est amplifié et qui est propre. C'est-à-dire ce genre de circuit peut être utilisé pour des applications d'amplification. Alors que quand je me mets sur un point de polarisation situé par exemple ici, je vois très bien que mon signal de sortie est écrété au niveau minimal. Ce qui est le même cas ici aussi, parce que mon point de polarisation va osciller entre une valeur IB min qui est située dans une zone linéaire, mais un point IB max situé à une zone de saturation, ce qui va écréter aussi mon signal de sortie à un niveau maximal. Alors, ces deux cas de figure peuvent être utilisés dans le cas où on veut faire de la logique binaire, c'est-à-dire faire de l'interruption commandée. Donc, dans la suite, on va étudier la polarisation d'un transistor qui est le BC141. L'idée c'est de polariser le transistor avec une tension VCC de 12 volts et avec une sorte de pan de résistance en ayant accès à une résistance variable qui est juste là. On va jouer sur la valeur de cette résistance variable pour pouvoir choisir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le bon point de fonctionnement du transistor. Alors ici, le calcul, c'est juste pour déterminer les valeurs de IC0 et IP0. J'ai utilisé une loi d'émail classique pour ce circuit, avec une hypothèse de prendre un gain de transistor bêta qui est égal à 100, mais comme je dis souvent à mes étudiants, il faut avoir le réflexe d'un ingénieur, un futur ingénieur, c'est-à-dire aller chercher dans la datasheet du composant. Donc je vous ai joint aussi à cette vidéo la datasheet du composant à étudier. Ensuite, l'idée c'est de déterminer aussi les valeurs de ce pont de résistance. Donc je vous laisse le soin de calculer le reste des valeurs de résistance. Donc là j'ai calculé la valeur de R2, donc il vous reste de calculer la valeur de R1 et P. Voilà. Donc ici cette partie concerne la polarisation du transistor. Donc j'ai construit mon circuit et pour polariser le transistor, on va utiliser le pan de résistance. Donc ici on a la résistance R1 et P et on va utiliser le potentiomètre. On va changer la valeur du potentiomètre pour pouvoir choisir un bon point de fonctionnement. Donc l'idée de cette manip, c'est de relever à chaque fois en fonction du potentiomètre la valeur de la tension VCE qui est là affichée sur le pont RLC
mais aussi la valeur du courant IB, la valeur du courant IC et la valeur de la tension VBE. L'idée, c'est de tracer le réseau de caractéristiques du transistor afin de pouvoir déterminer les coefficients ou les paramètres H du transistor. Donc là, je vais prendre les mesures à votre place. Je vais vous donner les tableaux de mesure et vous allez récupérer ces valeurs et tracer les courbes sur un papier millimétré. Dans cette partie, on va étudier le transistor bipolaire en régime dynamique. Donc le transistor bipolaire peut être considéré comme un quadripole tant qu'il fonctionne en régime petit signal. Et parmi toutes les modélisations mathématiques des quadripoles, la plus utilisée est la matrice hybride. L'idée est d'écrire une relation qui relie la tension d'entrée VBE et le courant de sortie IC en fonction de la tension de sortie VCE et le courant d'entrée IB. Si je regarde la première équation, j'ai une tension ici VBE qui est égale à la somme de deux tensions. Donc je peux facilement appliquer la loi des mailles. Et donc cette tension VBE est égale à un courant IB multiplié par une résistance ou une impédance HIE en série avec une source de tension qui est égale au produit d'une impédance d'entrée ou d'une résistance d'entrée HRE par une tension VCE. Alors si je regarde la deuxième équation ici, il s'agit d'une égalité de courant. Donc ici je peux appliquer la loi des nœuds. Donc la somme du courant entrant, donc ici IC est égale à une source de courant qui est égale au produit HFE fois IB plus un deuxième terme. Ici on voit très bien qu'on a une tension. Et donc, pour que ce deuxième terme soit égal à un courant, il faut que le terme HOE, c'est-à-dire le paramètre H ici, soit égal à une admittance, qui est l'inverse d'une impédance ici. Grâce à ces paramètres, on va pouvoir étudier le transistor en régime dynamique. Il suffit donc de présenter le transistor avec sa représentation quadripole qu'on vient de voir et de rajouter les composants qui sont autour en fonction du circuit à étudier. Donc voilà un circuit qu'on pourrait étudier. Donc il s'agit d'un amplificateur de classe A. Ça ressemble fortement au circuit que vous allez étudier par la suite en pratique, à quelques résistances près. Ici on arrive à distinguer le pan de polarisation qui est constitué de deux résistances R1 et R2, des capacités de couplage au niveau de l'entrée et à la sortie. Ici on est relié à une résistance de charge. Donc la première étape consiste à remplacer les capacités par des courts-circuits. Ensuite, remplacer le transistor par son modèle quadripole et puis rajouter les composants autour. Donc là on a une résistance RG d'entrée au niveau de la base. Ensuite on a les deux résistances R1 et R2 qui sont en parallèle, qu'on va remplacer par une résistance équivalente RB. Le transistor avec son impédance d'entrée et la source du courant qui est équivalente au produit HFE fois IB. Et enfin les deux résistances RC et la résistance de charge RL. Les paramètres qu'on peut retirer à partir de cette étude, alors il y a plein de paramètres, mais principalement ce qui nous intéresse c'est de calculer l'impédance d'entrée du circuit, l'impédance de sortie, le gain du circuit, c'est-à-dire de l'amplificateur classe A, mais aussi les fréquences de coupure. Je vous rappelle qu'on est en train d'étudier un amplificateur de classe A. Alors, une des applications, c'est amplifier un signal audio. Donc, on sait très bien qu'un signal audio contient plusieurs fréquences. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de laisser passer seulement les fréquences qui nous intéressent. Donc, notre circuit, il va se comporter comme un filtre.
Et vous allez voir que durant la manip, ce filtre-là, c'est-à-dire l'amplificateur classe A, se comporte comme un filtre passe-bande. Mais nous, on va seulement s'intéresser au calcul de la fréquence de coupure minimale. Alors je reviens sur les paramètres qu'on peut retirer de cette étude. Le premier paramètre, c'est l'impédance d'entrée du circuit. Donc là, l'impédance d'entrée, c'est Vin divisé par le courant d'entrée. Donc il s'agit de deux résistances en parallèle, donc RB parallèle à HIE. Le deuxième paramètre, c'est l'impédance de sortie. Donc ici, l'impédance de sortie, on prend juste en considération la résistance qui est à la sortie. Donc ici, c'est tout simplement RC. En ce qui concerne le gain dynamique, il s'agit d'un paramètre très intéressant à étudier, hein, parce que tout simplement, c'est un paramètre crucial dans l'étude de l'amplification des signaux audio. Et donc ce paramètre correspond au rapport de la tension de sortie appliquée à la charge RL par rapport à la tension d'entrée Vin ici. L'expression du gain est équivalente à moins HFE multiplié par RL parallèle à RC, c'est-à-dire la résistance équivalente de sortie, divisé par l'impédance d'entrée HIE. Alors le signe moins ici peut être expliqué tout simplement par le fait que le circuit, il s'agit d'un circuit amplificateur inverseur. Et le dernier paramètre qu'on peut calculer, c'est la fréquence de coupure. Alors juste il faut faire attention ici parce qu'on prend en considération la capacité. Cette capacité présente une impédance non négligeable, donc elle sera prise en compte. Et du coup, l'expression de la fréquence de coupure va être déduite à partir de l'expression du gain. On voit ici on voit apparaître une forme canonique d'un filtre passe haut. Et à partir de là, on peut déduire l'expression de la fréquence de coupure. Donc FC est égal à 1 sur 2pi RE fois C, avec RE, c'est la résistance équivalente ici à l'entrée, qui est égale à HIE parallèle à RB. Voici le montage de la deuxième partie. On va utiliser le GBF pour envoyer un signal sinusoïdal. Il faut imaginer que dans la vraie pratique, on utilise ce montage plutôt pour amplifier un signal audio, un signal aléatoire. Donc pour notre TP, on va utiliser un signal sinusoïdal. Donc je commence par appliquer un signal sinusoïdal d'une amplitude 1 volt peak to peak et avec une fréquence de 1 kHz. Alors ici, j'ai essayé de vous montrer le signal d'entrée et le signal de sortie de notre montage. Alors ce qui est en vert, c'est le signal d'entrée qui est de faible amplitude, et ce qui est en jaune, c'est le signal de sortie qui est amplifié. La première remarque, c'est que mon signal de sortie est écrété, et ça c'est dû au fait qu'on dépasse l'amplification du transistor. Le transistor n'aime pas qu'on lui envoie ou on lui injecte un signal de forte amplitude. Donc il suffit d'injecter quelques vingtaines de millivolts. À la sortie, j'aurai un signal amplifié avec un rapport bêta. La deuxième remarque, c'est que les deux signaux sont en opposition de phase. Ceci est normal parce que le montage est un amplificateur inverseur. Et c'est ce qu'on a remarqué déjà dans notre calcul du gain. L'expression du gain, il y a un signe moins qui montre que notre montage est un montage inverseur. Donc première chose que je vais faire, je vais réduire l'amplitude de mon signal d'entrée. Donc je vais injecter, alors là je suis en train de réduire. Je vois pas bien mon signal d'entrée, donc je vais changer de calibre. Et là voilà, j'ai un signal d'entrée et un signal de sortie amplifié. La suite,
sera tout simplement de changer la fréquence. Donc on va étudier le montage en fréquentiel, on va changer au fur et à mesure la fréquence. Hop, là par exemple, je commence à 1 kHz et je vais relever mes tensions d'entrée et de sortie. Ceci va me permettre tout simplement de tracer le diagramme de Bode de mon montage. Ensuite, je vais augmenter au fur et à mesure ma fréquence. À chaque fois, je prends et je note mes valeurs d'entrée-sortie. Donc là, par exemple, si j'augmente ma fréquence et je me mets par exemple à 100 kHz, et je change mon calibre de temps, là on remarque que l'amplitude du signal change. Au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence, on perd le signal, on arrive même à perdre le signal. Et ceci c'est dû au fait que notre montage se comporte comme un filtre. Là vous voyez, en fait, là je suis à 200 kHz, j'augmente la fréquence, mon signal commence à diminuer, hop, il disparaît. Là j'ai dépassé ma fréquence de coupure haute. Donc mon montage se comporte comme un filtre. Alors comme je vous ai expliqué sur les slides, c'est un filtre passe-bande. Et là je suis arrivé à la fréquence de coupure haute. Je réduis ma fréquence, hop, je récupère mon signal. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt.